l'un des thèmes qui m'a particulièrement intéressé, c'est celui qui tourne alentour du caractère universel des valeurs. On s'est longtemps interrogé sur la question de savoir si les droits fondamentaux constituent des valeurs universelles ou au contraire des valeurs culturelles. On entend souvent poser d'ailleurs l'exception culturelle à propos de ces valeurs. Pourtant, il s'agit de choses essentielles comme la dignité humaine, comme les droits fondamentaux de la femme, par exemple. Et ce qui est assez passionnant, c'est d'avoir entendu certains biologistes, certains spécialistes du comportement animal nous décrire que finalement les fonctions d'empathie, les fonctions de coopération et même le sens de la justice et de l'équité étaient on pourrait qualifier ça de proto-valeurs, mais en tout cas des comportements qui ne sont pas le propre de l'espèce humaine, que l'on retrouve aussi bien chez les grands dauphins que chez les éléphants, que chez les babouins. C'est tout à leur honneur, mais ce qui est important pour nous, c'est de savoir qu'en somme, nous disposerions là d'un fond commun à partir duquel les comportements pourraient déboucher d'une manière quasi mécanique sur des émotions qui, à leur tour, sont perçues comme des valeurs. Donc il ne s'agit plus d'une question de culture, il s'agit véritablement de qualités essentielles que l'on peut développer, culturellement cette fois j'entends, mais qui sont inhérentes à l'espèce humaine. Un autre aspect, effectivement, c'est la différence qu'il y a lieu de poser entre l'empathie et la sympathie. À nouveau, deux comportements que l'on retrouve dans les espèces dites supérieures. À ne pas confondre, car l'empathie est, en tout cas au niveau de l'humanité, l'aptitude pour l'individu de reconnaître un autre être humain dans l'autre, alors que la sympathie, c'est une adhésion pure et simple à son comportement, c'est une identification. Or, si nous devons respecter la personne précisément dans un mécanisme d'empathie, ces idées par contre ne méritent jamais le respect. Aucune idée ne mérite le respect. Toute idée mérite au contraire la contradiction. Jusqu'au blasphème, je dirais, car même un concept aussi important et aussi sacré que Dieu n'est jamais qu'un concept et il mérite de pouvoir être discuté. La preuve, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule religion sur Terre. Par voie de conséquence, les recherches et je dirais les conclusions auxquelles aboutissent nos biologistes aujourd'hui et nos psychologues du comportement sont particulièrement intéressantes. Ils permettent tout simplement de justifier qu'il n'y a pas place pour le prêt-à-penser au nom de la cohésion sociale, qu'il y a place au contraire pour le choc des idées, pour la bataille des idées, tout en respectant la personne, c'est un élément essentiel et fondamental à toute cohérence sociale. Donc, M. Toniushti nous a rappelé qu'effectivement, l'un des paramètres indispensables dans la culture des managers, c'est sans doute, bien sûr, la connaissance de soi, ensuite la gestion de ses émotions, et surtout la substitution d'un rapport d'autorité à un rapport de pouvoir. Pourquoi un rapport d'autorité? Parce que c'est celui qui autorise le tenant de l'autorité à faire grandir tous ses collaborateurs, je dirais, en même temps que lui. Il y a une sorte de cohésion, de prise en compte. Alors que le rapport de pouvoir consiste à lui faire faire quelque chose qu'il n'aurait pas fait si on ne lui avait pas ordonné. On comprend bien qu'il y a une différence entre le rapport d'autorité et le rapport de pouvoir, dès l'instant où le rapport de pouvoir implique une hiérarchie, ce que n'implique pas nécessairement le rapport d'autorité. Entre la hiérarchie et l'anarchie, c'est-à-dire au sens propre du terme le contraire du rapport de pouvoir, il y a effectivement un espace qu'il est intéressant de combler, mais qui n'intéresse pas seulement le dirigeant, qui intéresse effectivement monsieur tout le monde. Je crois que l'humanité doit avoir la possibilité d'avoir accès à une éducation, et j'ai effectivement abordé la question de l'éducation psychique parce que la gestion des émotions est sans doute quelque chose que l'on n'enseigne pas dans les écoles. On enseigne à soigner son corps, l'éducation physique, on enseigne à se bourrer le crâne, on s'enseigne à réfléchir, mais on enseigne très peu la gestion des émotions. Et là, peut-être y a-t-il place pour une science nouvelle. En ce qui concerne le rapport qui pourrait exister, en tout cas l'analogie que l'on pourrait établir entre le concept oriental du yin et du yang et ce que l'on appelle sur le plan symbolique en maçonnerie le pavé mosaïque, effectivement, il y a une proximité. En ce sens que dans la pensée orientale, le noir ne s'oppose pas au blanc. Le noir complète le blanc. Le noir et le blanc, en fait, constituent l'universalité du monde. Et il est un précepte maçonnique qui, à l'appui du pavé mosaïque précisément, consiste à dire que les choses ne sont pas blanches ou noires, mais elles sont blanches et noires. Et là, c'est assez étrange parce qu'en réalité, c'est le fruit d'un empirisme, d'une tradition,
mais que le rationalisme ne pouvait pas intégrer. Si on pense à la pensée d'Aristote, on est dans le principe d'identité, de contradiction ou de terre exclue. Donc le noir est incompatible avec le blanc. Il n'en demeure pas moins que dans la pensée traditionnelle maçonnique, on a anticipé sur une science d'ailleurs qui n'existait pas à l'époque mais qui existe aujourd'hui, qui est ce qu'on appelle la logique non aristotélicienne et qui autorise la simultanéité des contraires.